Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour notre réunion thématique, au cours de laquelle nous allons voir comment bien gérer sa location d'habitation. Il s'agit de la deuxième partie de cette réunion thématique. Lors de la première, au mois de février, nous avions abordé la conclusion du contrat, la vie du contrat, les droits et obligations des parties, les conditions financières, la répartition des travaux et des charges. Ce soir, nous allons parler, lors de cette deuxième partie, du congé délivré par le locataire ou par le bailleur, de la résiliation judiciaire du bail et du contentieux locatif, notamment de la gestion des impayés. Juste une petite chose, enfin deux petites choses importantes avant de donner la parole à Maître Berbichier. Rappel, la date limite donc, pour effectuer les déclarations d'occupation des logements via l'interface Gérer mes biens immobiliers sur impôts.gouv est reportée pour les éventuels retardataires du 30 juin au 31 juillet. Ça, c'est la première chose. Et deuxième rappel, très rapide aussi, notre Assemblée générale aura lieu le 26 septembre 2023 à l'hôtel de Ville de Tours. J'espère que vous serez nombreux. On a un programme très chargé, donc je passe directement la parole à Maître Berbichier, dont je vous rappelle qu'il est avocat au sein du cabinet Walter et Carence à Joué-les-Tours et qu'il est vice-président de notre association. Bonsoir à toutes et tous. Tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce soir, on a du pain sur la planche encore, parce qu'on a un atelier, un premier atelier que nous avons fait il y a déjà plusieurs mois sur les premiers aspects de la gestion locative, c'est-à-dire effectivement toute la conclusion du contrat, les droits et les obligations de chacun, et on y a passé 2 bonnes heures, et j'espère en tous les cas que ça vous a été productif. Maintenant, on va s'attaquer à la suite chronologique que nous n'avions pas encore vue, à savoir la fin du contrat de location, tout ce qui concerne le congé, tout ce qui concerne les résiliations judiciaires et le contentieux. Alors naturellement, on essaiera de se concentrer sur vos questions à la fin de notre intervention pour essayer d'être le plus concis possible et nous répondrons à vos questions juste après. Allons-y sans trop tarder, puisqu'effectivement, il y a pas mal de choses à voir. L'organisation de la réunion de ce soir. Dans un premier temps, les congés, donc congé bailleur, congé locataire. Là, déjà, c'est un gros morceau. Après, la résiliation judiciaire, c'est-à-dire la clause résolutoire, et le fait d'assigner directement votre locataire en dehors de clause résolutoire. Ces deux points-là, on va les voir. Et après, sur le contentieux, alors ce sera à la fois le contentieux du point de vue de l'avocat, si vous en avez besoin, et à la fois le contentieux du point de vue de l'huissier de justice. Alors là, il vient juste de partir. Mais je voulais lui poser la question de savoir si on les appelait toujours huissiers ou si on les appelait commissaires de justice maintenant, mais je lui poserai la question tout à l'heure quand il reviendra. Euh, alors, le congé. D'abord, on va s'attaquer au congé délivré par le bailleur, c'est-à-dire vous. C'est le congé pour lequel il y a le plus de choses à revoir. D'abord, quelques remarques en introduction sur le congé. Il faut savoir que le congé, comme vous le savez très certainement, dans la loi de 89, ce sont des règles strictes. Il faut impérativement respecter les règles du congé. Ce sont des formalités substantielles. Si à un moment donné, on ne les respecte pas, les conséquences peuvent être importantes parce que votre congé peut être annulé. Et comme vous savez qu'on a des contrats avec une durée de protection de 3 ans pour les locataires, voire même 6 ans dans certains cas, il ne faut pas rater le coche. Donc d'emblée, il faut bien noter que les règles sont importantes et impératives. Commençons tout de suite. L'auteur du congé. Il peut y avoir différentes situations pour vous, en fonction de savoir si vous donnez en location en tant que personne physique, si vous donnez en location avec une société, si vous êtes en indivision, les règles peuvent changer un petit peu. Si vous êtes une société, rappelez-vous que la personne qui peut donner congé est une personne qui doit être habilitée par une assemblée générale ou par les statuts de cette société à pouvoir le faire. Sinon, votre congé peut être contesté. Si, deuxième hypothèse, vous avez un agent immobilier, un gestionnaire. Le gestionnaire a normalement la possibilité de pouvoir délivrer congé pour vous. Par contre, il faut s'assurer effectivement qu'il soit habilité par un mandat express en ce sens, parce que sinon, là encore, il peut y avoir potentiellement une difficulté. Si vous êtes en indivision, si vous êtes plusieurs propriétaires,
Normalement, toute personne au sein de l'indivision a la possibilité de pouvoir donner congé. La condition est que il faut bien évidemment avoir l'accord des autres, ou, c'est ce que la loi nous dit, il faut au moins que les 2 tiers de l'indivision soient d'accord pour donner congé. Et là, dans cette hypothèse, vous avez la possibilité de le faire. Petite précision, parce qu'on nous pose souvent la question, bien évidemment, quand vous donnez congé et que vous êtes en indivision, il faut dans le congé nommer toutes les personnes au sein de l'indivision. Il ne faut surtout pas écrire indivision un tel, famille un tel ou autre chose, parce que ça, juridiquement, ça ne veut rien dire. Donc, dans vos congés, il faut nommer tous les membres de l'indivision sans en oublier. Si vous avez un démembrement de propriété, c'est-à-dire nu propriétaire, usufruitier. Là encore, on se pose assez souvent la question, qui doit donner congé? C'est l'usufruitier. Pourquoi? Parce que c'est l'usufruitier qui perçoit normalement les loyers et c'est l'usufruitier qui gère normalement la location. Donc le congé doit effectivement être donné par l'usufruitier. Ça, c'est la personne qui donne congé, c'est-à-dire le bailleur qui donne congé. En face, comment ça se passe? Qui doit recevoir le congé? Parce que vous pouvez avoir plusieurs types, entre guillemets, de locataires. D'abord, vous pouvez avoir des locataires mariés. On se pose tout le temps la question, à qui doit-on délivrer congé quand on a des locataires mariés? Le principe est assez simple. Lorsque vous avez des locataires mariés, vous avez une cotitularité du contrat de location. C'est une cotitularité légale. Les deux en bénéficient. Comme les deux en bénéficient, votre congé doit être délivré aux deux. Si vous oubliez l'un des deux époux, l'autre ne pourra pas se voir opposer le congé et l'autre pourra rester. Il peut être un peu paradoxal et un peu problématique quand on découvre ça a posteriori. Si vous avez des locataires pacsés, même régime, c'est la même chose, cotitularité. Si vous avez un locataire qui est en concubinage avec quelqu'un, le concubinage, là pour le coup, ne crée pas de droit vis-à-vis du contrat de location. Donc vous donnez congé à l'égard de votre locataire. Pas besoin de donner congé à l'égard du concubin ou de la concubine. Après, si vous avez une colocation, il faut savoir si, au terme de votre contrat, les colocataires sont solidaires ou ne le sont pas. D'une manière générale, pour éviter toute difficulté, vous délivrez congé à tout le monde, si vous voulez bien évidemment avoir les locaux disponibles. Vous n'en oubliez aucun. Et dernière situation, parce qu'on nous a posé la question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un locataire qui est décédé? Parce que ça arrive, on se pose toujours la question. N'oubliez pas que le décès n'emporte pas extinction du contrat de location par principe. La loi fixe le principe inverse, à savoir que le contrat peut être transmis à des bénéficiaires qui sont d'ailleurs listés dans la loi de 89. Donc, si vous devez donner congé et que vous avez connaissance d'un héritier, entre guillemets, potentiel, c'est à cette personne-là qu'il faut donner congé. Donc, effectivement, vous pouvez avoir différents destinataires et différentes situations. La forme de votre congé, ça, vous le voyez venir, vous le savez. Courrier recommandé avec accusé de réception. Signification par huissier de justice. Alors, j'en profite maintenant, tant que Maître Novial est revenu, je voulais lui poser la question dès le départ à l'issue de la soirée. Est-ce qu'on dit encore huissier de justice ou est-ce que je veux dire commissaire de justice? Alors, on dit commissaire de justice maintenant. Voilà, donc c'est une fusion entre les commissaires-priseurs et les huissiers de justice. Fusion qui n'a pas été décidée à la demande de nos professions, mais bel et bien par le législateur, pour des raisons que l'on ignore, mais qui sont comme ça. Donc c'est bien commissaire de justice maintenant. Voilà. Je dis monsieur le commissaire pour ce soir. François, ça suffira. Je vais dire François directement, ce sera plus simple. Donc, soit courrier recommandé avec accusé de réception, soit signification par l'intermédiaire de François. Troisième possibilité, le récépissé contre émargement. Vous avez toujours la possibilité, effectivement, de voir directement votre locataire et de lui faire contresigner le congé que vous lui donnez. Précision évidemment importante, toute autre forme est interdite. Donc toute autre forme, normalement, est nulle. On peut toujours en discuter quand on va devant un juge. On se pose par exemple la question du mail. Le mail, normalement, n'est pas prévu par la loi, donc on pourrait se dire que c'est nul. Oui, mais si on arrive à démontrer que le locataire a bien eu connaissance de notre mail parce qu'il y a répondu, etc., à la limite, pourquoi pas? Mais partez sur le principe que les trois formes que je viens de vous indiquer sont les trois seules pour des congés. Et les congés sont suffisamment importants pour vraiment respecter ces formes-là.
Le délai du congé, pour vous, propriétaire bailleur, 6 mois avant la fin du contrat en cours. 6 mois impératifs. Il y a une hypothèse dans le cadre de laquelle on se pose là encore toujours des questions et on n'arrive jamais à comprendre vraiment la réponse. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous compreniez cette fois-ci ce soir, si ce n'est pas encore le cas. On se pose la question du congé lorsque on acquiert un bien qui est d'ores et déjà occupé. Parce que là, la loi prévoit effectivement des délais un petit peu spécifiques. Donc, les délais sont les suivants. Si vous voulez donner un congé pour vente, qu'est-ce que la loi vous dit? La loi vous dit qu'à partir du moment où le terme du contrat va être plus proche d'une période de 3 ans de votre acquisition, vous n'aurez pas la possibilité de donner congé tout de suite. Il va falloir attendre le prochain renouvellement pour pouvoir donner congé. Exemple type, vous achetez un bien qui est occupé en, je dis totalement au hasard, 2015. La fin du contrat est en 2017. Donc 2 ans plus tard. Ça fait moins de 3 ans. Donc vous ne pourrez pas donner congé pour 2017. C'est pas possible. Vous serez obligé de donner congé à la période de 3 ans suivante, c'est-à-dire pour 2020. C'est bon pour vous? Donc la loi nous dit qu'à partir du moment où le terme est inférieur à 3 ans, on ne peut pas, il faut attendre le renouvellement suivant. Si c'est supérieur à 3 ans, là, vous pouvez pour le terme du contrat. Alors vous allez vous dire, oui, mais comment, dans quelle hypothèse c'est supérieur à 3 ans? En fait, il n'y en a qu'une seule, c'est quand vous avez un bail de 6 ans, parce qu'en réalité, vous êtes une personne morale. Voilà. Ça, c'est pour le congé pour vente. Pour le congé aux fins de reprise, on verra tout à l'heure, la loi pose un délai différent. Cette fois-ci, ce n'est pas 3 ans, mais c'est 2 ans. Et on fait le même mécanisme, le même raisonnement pour savoir si vous pouvez donner congé ou pas. Je ferme la parenthèse, je ne vais pas plus loin, mais notez que ces délais-là existent. Et notez que sinon, le principe, c'est 6 mois avant le terme de votre contrat. Le point de départ du congé, ça c'est toujours une question qu'on nous pose. Si vous donnez un congé par courrier recommandé avec accusé de réception, le point de départ est le jour de la réception courrier. Il faut impérativement que votre locataire reçoive le courrier. Ce qui signifie, alors je ne sais pas si c'est votre question, madame, je dirais, ce qui signifie que lorsque vous donnez congé par courrier recommandé et que le courrier recommandé revient avec pli avisé non réclamé, ça ne fait pas office de congé. Et si vous n'habite pas à l'adresse indiquée, ça ne fait pas office de congé. Je ne sais pas si c'était votre question, madame. Mais comment? Vous allez voir, François? Mais dans ces cas-là, prenez toujours si je peux me permettre, prenez toujours une marge de manœuvre au moment où vous envoyez votre lettre recommandée. Déjà, faites bien attention aux mentions que vous mettrez dans la lettre que vous allez rédiger. Et sans parler de ça, prenez un délai suffisant pour justement pallier à ce risque de retour non réclamé. Comme ça, si jamais vous voyez que la date fatidique, c'est-à-dire la date de fin de bail, moins 6 mois, approche, là, vous pourrez faire appel à un commissaire de justice qui sera, à mon avis, la solution à préconiser. Renvoyer un deuxième recommandé me paraît risqué. La remise en main propre contre signature est possible. Il faut que vous rencontriez votre locataire. S'il n'a pas cherché, c'est recommandé, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, dans ces cas-là, véritablement, pensez à faire appel à un commissaire de justice pour rédiger et signifier le congé, qu'il soit remis en main propre ou pas, quel que soit le mode de signification, c'est sa date qui compte. Voilà. Oui, monsieur. Et après, on reprendra le cours des explications. Oui. À terme, le délai de 6 mois, et quel que soit le type de locataire. Oui. Parce qu'il y a des personnes âgées qui ont des droits, C'est 6 mois. et là, Quel que soit. Il y a une condition. Alors oui, et on le verra tout à l'heure, la loi effectivement protège ce que le législateur a appelé les locataires âgés démunis. Donc effectivement, là, il y a des règles en plus, et on va l'évoquer un petit peu plus tard dans le courant de la soirée. Retenez en tous les cas 6 mois avant le terme de votre contrat. Alors, je vous épargne peut-être la computation, ce que l'on appelle nous la computation des délais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par mois. Ça, c'est de la pure procédure civile. Retenez simplement que quand en droit on calcule en mois, en fait, on se réfère au quantième, c'est-à-dire au jour.
Si par exemple, vous avez un contrat qui se termine au 8 juillet, il faut que vous délivriez congé avant le 8 janvier. Donc là, 8-8, c'est facile. Là où c'est un petit peu plus spécifique, et bien souvent on ne le sait pas, mais bon, pour un jour près, c'est pas très grave, c'est que quand vous avez une expiration de contrat, par exemple, à la fin d'un mois, vous avez la possibilité donc de donner 6 mois avant un congé, mais c'est pour la fin du mois aussi. Mais la fin du mois n'est pas forcément la même, parce que vous avez des mois de 31 jours et vous avez des mois de 30 jours, vous avez même un mois de 28 jours, et parfois même vous avez un mois de 29 jours. Donc, généralement, pour éviter toute difficulté, c'est vrai qu'on se réfère au jour, mais si vous n'avez pas le choix à un moment donné, souvenez-vous que si c'est le 30 pour le 31, ben, c'est pas grave, parce que c'est la fin d'un mois, quoi qu'il arrive. Et ne pas oublier non plus que lorsque la fin de votre délai arrive, un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, ce jour-là, en fait, ne compte pas. Enfin, ces 2 jours-là, si on prend le samedi et le dimanche, ne compte pas. Et dans ces cas-là, c'est à partir du lundi. Voilà, je ferme une parenthèse, mais les délais sont quand même importants. Pour un mail meublé, les délais ou pour les 3 mois. Oui, de la même manière, ils sont comptabilisés de la même manière. Il n'y a pas de... C'est 3 mois, oui. Et ils sont comptabilisés, par contre, de la même manière que l'on vient d'exposer maintenant. Voilà pour la computation, je ne vais pas plus loin. Les effets du congé. Alors, juste une petite chose à noter. Si vous êtes en avance sur la période de 6 mois, c'est-à-dire que vous ne donnez pas congé 6 mois à l'avance, mais allez, prenons l'exemple, vous donnez congé 1 an à l'avance. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez donner ce que l'on appelle un congé prématuré. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, l'effet du congé sera toujours la même date, c'est-à-dire l'expiration du contrat. Ça laissera en fait à votre locataire non pas 6 mois, mais ça laissera 1 an. Mais en tout cas, votre congé est valable. En revanche, évidemment, ça c'est une question de bon sens, l'inverse n'est pas du tout vrai, c'est-à-dire que les congés tardifs, si vous êtes en retard et que vous êtes à l'intérieur du délai de 6 mois, là, votre congé potentiellement est nul. Donc, sur l'effet du congé, bien faire attention à la période de 6 mois. Et comme on le verra tout à l'heure, pendant la période du préavis, vous restez propriétaire bailleur, donc vous avez toujours des obligations. Et bien évidemment, votre locataire reste locataire, donc il a toujours des obligations. Paiement du loyer, paiement des charges, assurance, etc., etc. Voilà pour les règles générales du congé appliqué au bailleur. Maintenant, on va rentrer dans les motifs. Parce que c'est surtout ça, en fait, la problématique que nous pose aussi la loi de 89, c'est que bien évidemment, vous ne pouvez pas. Pardon, excusez-moi. On va rentrer maintenant sur. Oui, effectivement, ça change. On va rentrer maintenant effectivement sur les motifs, puisque la loi ne permet pas aux propriétaires bailleurs de pouvoir donner congé pour n'importe quel motif. En réalité, vous n'en avez que 3. Vente, reprise et raison réelle et sérieuse. Motif réel et sérieux. Donc, on va étudier chacun de ces 3 motifs, les uns après les autres. D'abord, le motif de reprise pour habiter. Là, c'est l'article 15 de la loi de 89. La loi pose une liste de personnes susceptibles de pouvoir reprendre le logement. Et cette liste est la suivante. Le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire pacsé, son concubin notoire depuis 1 an, ça ne s'invente pas, ses ascendants ou descendants, et les ascendants ou descendants du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin notoire du bailleur. Voilà la liste. Seules ces personnes-là peuvent reprendre. On a une multitude de questions, on ne verra pas forcément toutes ce soir, mais question toute bête, étant donné qu'on parle des descendants, par exemple, est-ce qu'un descendant mineur peut reprendre pour habiter? On va faire un vote à main levée, mais réponse, non. Pourquoi? Parce qu'au terme de la loi, le mineur a normalement comme domicile celui de ses parents. Donc ça ne fonctionne pas de faire ça. Mais pour autant, c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question, donc je vous donne l'exemple. Deuxième question qui revient fréquemment, est-ce qu'une personne morale peut donner un congé aux fins de reprise? Réponse par principe, non. Est-ce qu'une personne morale ne peut pas habiter un logement? Là, c'est une question de bon sens. En revanche, il y a toutefois une exception. La loi permet, dans le cadre de SCI familiales, donc avec des parents alliés jusqu'au 4e degré, les SCI familiales, elles, peuvent donner congé aux fins de reprise pour le compte de l'un de ses associés. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous avez
du côté bailleur un démembrement, vu tout à l'heure, du propriétaire usufruitier. Qui bénéficie de cette liste? C'est l'usufruitier. Donc quand on se pose la question de savoir qui doit reprendre, ça peut être un descendant, ascendant, etc., de l'usufruitier, pas du nu propriétaire. Si on a une indivision, si vous êtes bailleur en indivision, cette liste peut bénéficier à tous les membres de l'indivision. Donc ça peut être les ascendants, descendants, partenaires de n'importe quel membre de l'indivision. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Ça reste pour l'usufruitier et ça reste pour chacun des membres de l'indivision. Ça, c'est la liste des personnes qui peuvent bénéficier de ce congé aux fins de reprise. Le formalisme du congé en tant que tel, il faut, dans votre congé, mentionner le nom de la personne qui va bénéficier, l'adresse de la personne qui va bénéficier de cette reprise. Question assez récurrente, est-ce qu'une substitution est possible? Est-ce qu'au dernier moment, on peut dire, attendez, c'est pas cette personne-là, en fait, c'en est une autre? Alors, je vous vois hocher la tête pour dire non. C'est vrai qu'on serait tenté de dire non, mais en fait, si. La substitution est possible. La seule et unique condition qui est posée par la Cour de cassation est que la personne qui se substitue soit elle-même une personne dans la liste des bénéficiaires potentiels. Et deuxième condition que beaucoup de juges posent, il faut en informer bien évidemment le locataire. Dire à un moment donné, écoutez, on vous a donné congé pour telle personne, mais en fait, ce ne sera pas telle personne, ce sera telle autre personne qui est aussi dans la liste des bénéficiaires potentiels. Ça, c'est la première question. Deuxième question qu'on nous pose souvent, j'ai deux personnes potentiellement qui veulent reprendre, je ne sais pas encore lesquelles, est-ce que je peux donner congé de manière alternative? C'est soit telle personne, soit telle personne. Réponse, oui, vous pouvez, à partir du moment où, la réponse, ces deux personnes figurent dans la liste des bénéficiaires de la loi. Au-delà. Alors, c'est une très bonne question, mais non, je n'ai pas de jurisprudence sur les ascendants, descendants ou autres, enfin, en tout cas la même liste, mais qui porterait sur les associés d'une SCI familiale. La Cour de cassation est restée sur le fait que c'est les associés de la SCI familiale, point. Au-delà du formalisme et de la liste, bien évidemment, et ça c'est le point central de la discussion des congés ou enfin reprise, il faut que la reprise soit réelle et sérieuse. Évidemment. Pourquoi? Parce que ce que le législateur vous dit, bien évidemment, il ne faut pas de congé frauduleux. C'est-à-dire que si vous donnez congé aux fins de reprise, mais qu'en fait, vous ne voulez pas vraiment reprendre, c'est que peut-être votre intention, c'est de vous libérer de votre locataire. Donc, le but, c'est d'éviter les congés considérés comme frauduleux, ce qui signifie que le congé doit être réel et sérieux. Alors, réel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'une part, il y a vraiment une personne qui veut reprendre, et d'autre part, on veut vraiment reprendre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre en location ou vendre. Ça, c'est le caractère sérieux, enfin le caractère réel. J'y arrive, j'y arrive. Comme quoi mon propos doit être cohérent parce que j'y arrive. C'est justement le deuxième critère, c'est-à-dire que là, c'était sur la reprise réelle, maintenant, c'est la reprise sérieuse. Et donc là, on aboutit à votre question sur les délais. Alors, il n'y a strictement aucune règle en termes de délai dans la loi. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas à partir de quand il faut vraiment que vous repreniez, sous combien de temps, et on ne vous dit pas non plus combien de temps vous devez rester. La loi ne le dit pas. Ce qui signifie que toute l'attitude est donnée au juge. Et qu'à partir du moment où il y a des contestations avec un locataire qui n'est pas d'accord, on va apprécier au cas par cas pour savoir oui ou non si le délai est raisonnable ou s'il ne l'est pas. Alors, il y a une multitude d'exemples. J'en ai relevé deux qui m'apparaissent quand même comme étant peut-être les plus importants en termes de délai. Un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu en janvier 2011 où la Cour de cassation dit que ce n'est pas grave si vous reprenez 2 ans après le congé. Vous allez vous dire, 2 ans, c'est quand même beaucoup. Oui, mais là, il y a quelques motifs. C'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, on a repris 2 ans après. Pourquoi? Parce qu'on a fait des travaux qui justifient quand même qu'on ne reprenne pas effectivement tout de suite. Et donc, un délai de 2 ans pour reprendre effectivement n'est pas considéré forcément comme anormal à partir du moment où vous avez une explication. Ça paraît assez logique et la Cour de cassation le confirme.
Après, le délai d'occupation en tant que tel, là, j'ai repéré un autre arrêt de la Cour de cassation qui est beaucoup plus ancien, qui date de 1996, qui est un peu étonnant quand même, parce que la Cour de cassation dit que si vous restez 3 mois, ça suffit. Alors, ça, c'était décision de Cour de cassation de 96. Je n'irai pas jusqu'à vous conseiller de garder ce délai en tête, parce qu'aujourd'hui, si on vient dire à un juge que vous restez que 3 mois, je ne suis pas certain que ça fonctionne. Mais objectivement, dans la jurisprudence dominante, on peut se dire que si vous restez 1 an, a fortiori même si vous restez ne serait-ce que 2 ans, on va considérer que c'est une occupation qui est sérieuse. Voilà pour le congé aux fins de reprise. Évidemment, ce que je vous dirai à la fin de chaque motif, c'est toujours la même chose. S'il y a un congé qui est frauduleux, parce que là, vous ne respectez pas forcément ce que l'on vient de se dire, quelle est la sanction? La sanction est l'annulation potentielle de votre congé, des dommages et intérêts à votre locataire, qui a été évincé, et on se pose toujours la question de savoir, est-ce que je dois réintégrer mon locataire? Bon, si votre locataire est resté dans les lieux, vous n'avez pas besoin de le réintégrer, il est resté dans les lieux. Si, malgré une procédure, votre locataire s'en va et demande sa réintégration, parce que le congé est considéré comme étant frauduleux, potentiellement, vous pouvez être amené à redonner les clés à votre locataire et le laisser réentrer dans les lieux si c'est son souhait. Cette sanction-là, je vais vous la répéter 3 fois, puisqu'il y a 3 motifs de congé, et là, je ne suis qu'au premier. Mais pour les 2 autres, c'est exactement la même chose. Deuxième motif, le congé aux fins de vente. Tout d'abord, quand vous, propriétaire bailleur, vous donnez congé aux fins de vente, première chose à noter, il faut que vous ayez la capacité de le faire. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en capacité de pouvoir vendre. Vous allez me dire d'accord, mais c'est-à-dire, eh bien, on reprend le même exemple que tout à l'heure, démembrement. Si vous avez un usufruitier ou un propriétaire, qui peut vendre? Pas les deux. Donc globalement, c'est l'usufruitier qui va s'en charger, mais il faut impérativement que le congé soit donné avec le concours du nu propriétaire, puisque le nu propriétaire doit être d'accord pour vendre. Sinon, vous ne pourrez pas. Si vous avez un agent immobilier, il faut que l'agent immobilier ait un mandat là encore spécial pour le faire. Si c'est le gérant de la SCI qui donne congé aux fins de vente, il faut que le gérant de la SCI soit habilité là encore pour le faire. Soit c'est une décision d'assemblée générale, soit ce sont les statuts. Mais il faut que les statuts de la SCI disposent, enfin stipulent, c'est un contrat, dans l'objet social de la SCI, qu'elle a la possibilité de pouvoir vendre ses actifs. Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas du tout juridiquement. Vérifiez bien, si vous êtes une SCI, que vous avez dans votre objet social la possibilité de vendre le logement. Enfin, évidemment, le congé aux fins de vente peut être donné par une personne physique comme une personne morale. Là, il n'y a aucun problème puisque les deux ont la capacité de pouvoir vendre. Qu'est-ce que vous devez mentionner? 2 choses. Le prix, les modalités de vente. Alors, le prix, c'est facile. Là, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous fixez effectivement votre prix. On se pose toujours des questions. Est-ce qu'avec le prix, on doit inclure les frais de notaire? Non. Est-ce qu'on doit inclure des commissions? Non. Troisième exemple, alors là, vraiment, c'est à la marge. J'ai assez rarement vu ça, mais à Paris, parfois, ça existe. Est-ce qu'on peut, dans le cadre du congé, fixer aussi des indemnités d'immobilisation? Parce que le temps de savoir si le locataire est d'accord ou pas d'accord, on pourrait se poser la question d'une indemnité d'immobilisation. Réponse, non, ce n'est pas prévu par la loi. Donc le prix, c'est le prix de cession seulement. Les conditions de la vente, c'est pas tant le fait de savoir si vous demandez à ce que le paiement soit fait comptant ou soit échelonné, c'est pas tant ça, les conditions de la vente. Les conditions de la vente, c'est surtout, en fait, la description de votre bien. Il faut que vous puissiez expliquer clairement dans votre congé ce que vous vendez. C'est-à-dire, si vous êtes en copropriété, ça va être les lots, leur description selon le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez à annexer des documents avec le congé? Un règlement, un EDD, un diagnostic? Non, vous n'avez pas à annexer de documents. Par contre, vous avez simplement, effectivement, à donner la consistance exacte de votre bien. Et là, j'en viens au point principal du congé aux fins de vente, que vous connaissez très certainement. C'est le droit de préemption de votre locataire. Votre locataire a un droit de préemption. C'est un droit de préférence et il peut passer avant tout acquéreur potentiel.
Et vous devez, vous, dans le cadre de votre congé, purger ce droit de préférence. La purge du droit de préférence. Oui. Ah oui, il passe devant. Le locataire va passer devant tout le monde. C'est un droit de préférence qui est effectivement d'ordre public. Il va passer devant tout le monde puisque c'est son logement. Alors non, là ce que vous voyez, c'est l'indivision successorale. L'indivision successorale, effectivement. Alors, pas pour la vente, c'est pour alors, l'indivision successorale, c'est vraiment une parenthèse. C'est surtout dans les règles qui sont propres à ce qu'on a dit tout à l'heure sur lorsque vous donnez congé, mais que vous venez juste d'acheter un bien qui est occupé. Les règles de 3 ans, 2 ans dont j'ai parlé tout à l'heure ne sont pas valables pour les indivisions successorales. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question de l'indivision successorale. Ah, il est prioritaire sur tout le monde. Ah si, le locataire est prioritaire sur tout le monde, c'est d'ordre public. Il passe devant tout le monde. Parce que ce qui est marqué à l'origine, c'est la relation partage. Ah oui, mais non. Non, non, le locataire passe devant tout le monde et c'est d'ordre public. Bon, on en reparlera ultérieurement si vous le souhaitez. Mais, en tous les cas, effectivement, le droit de préemption doit être purgé. Et ce droit de préemption s'articule de la manière suivante. Lorsque vous donnez congé aux fins de vente, vous donnez donc un prix, vous donnez des modalités. Le locataire a 2 mois pour se positionner, pour vous dire oui, j'achète, pour vous dire non, je n'achète pas, ou ne rien vous dire du tout. Si votre locataire vous dit non ou s'il ne vous dit rien du tout dans le délai de 2 mois, il ne peut plus acheter, vous passez avec quelqu'un d'autre. Si votre locataire vous dit oui, là, dans ces cas-là, la loi pose un délai de 2 mois complémentaires pour réaliser la vente. Ce délai de 2 mois pouvant même aller jusqu'à 4 mois s'il y a un prêt. Et là, effectivement, vous réalisez l'opération avec votre locataire. Dans les autres cas, le locataire sera déchu de son droit d'occupation et effectivement, là, vous pourrez, il sera déchu de son droit de préemption et là, vous pourrez effectivement vendre à quelqu'un d'autre. Et si vous êtes en fin, oui, parce que là, vous êtes en fin de contrat, effectivement, les lieux doivent être libérés et vous vendez nu. Le contrôle par le juge, parce que c'est toujours la même musique. La loi ne pose pas de critères particuliers sur le prix ou sur les modalités. La loi ne dit strictement rien. Donc, lorsque l'on doit analyser le congé que vous avez donné a posteriori, c'est généralement un débat devant un juge parce que vous avez un locataire qui dit c'est pas normal, vous m'avez proposé un prix qui est beaucoup trop élevé, je suis pas d'accord, je vous assigne pour essayer de considérer que votre congé est frauduleux. Donc là, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est à partir de quand on va considérer que le prix que vous proposez est surévalué? Réponse, c'est pas dans la loi qu'on a un élément de réponse, parce que la loi ne dit rien. Donc on regarde à nouveau en jurisprudence et on essaye de voir ce qu'il en est. Alors, je vous donne 3 cas qui sont assez simples et assez révélateurs, dont 2 qui ont été rendus par la Cour d'appel de Paris. Quand vous vendez au double du prix, enfin vous proposez au double du prix, là, effectivement, vous avez un juge qui peut dire que c'est frauduleux. Bon. Deuxième exemple, qu'en est-il si on vend 40% plus cher, c'est-à-dire on est à 140%? La Cour d'appel de Paris a déjà eu l'occasion de dire que non, on peut considérer que c'est frauduleux. Autre exemple, là on est à 12% de plus, c'est-à-dire 112%. Là, la Cour de cassation a rendu un arrêt en disant c'est pas frauduleux. J'estime en tous les cas que ça ne l'est pas. Il faut que vous compreniez que pour le prix que vous allez donner, donc la loi ne dit rien, mais dans le droit commun, vous n'avez aucune contrainte pour vendre un bien. La loi ne dit pas que vous devez vendre à la valeur vénale ou selon des estimations de l'entourage du voisinage. Vous vendez comme vous avez envie de vendre. Parce qu'une vente, c'est l'accord entre 2 personnes, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, et on peut vendre à n'importe quel prix à partir du moment où l'acquéreur est d'accord. C'est pour ça qu'on a un contrôle a posteriori. Dans l'autre sens, oui, vous pouvez le brader, ça c'est pas... Alors, dans les impôts, c'est autre chose. Mais un juge ne vous dira jamais que c'est pas bien de brader. Un juge vous dira toujours que c'est pas bien d'aller dans l'autre sens. Je vous donne un exemple concret d'ailleurs sur lequel j'ai travaillé ce matin. Là, c'est un cas un peu particulier où on a une promotion immobilière. J'ai récupéré un dossier de la part d'un confrère
qui a perdu en première instance, donc j'interjette appel, et puis on va se battre en cause d'appel. Et là, j'estime effectivement que le juge, de mon point de vue, s'est manifestement trompé. On a un cas qui est un petit peu spécifique de promotion immobilière, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire bailleur, vous recevez une proposition de la part d'un promoteur parce qu'un promoteur veut faire une opération immobilière dans votre quartier. Vous vous dites, c'est plutôt bien, on négocie un prix qui est plutôt élevé, puisque les promoteurs généralement font cela, hein, ils prennent un prix plutôt élevé pour être sûr de pouvoir vous acheter pour faire leur opération. Vous signez avec le promoteur une promesse et le prix est fixé. Et dans la promesse, vous avez par exemple une condition qui est liée au fait que vous, une fois que vous avez signé votre promesse, en qualité de propriétaire bailleur, vous devez donner congé et vous devez purger le droit de préemption de votre locataire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez purger le droit de préemption, vous allez donner congé avec le prix qui est effectivement le même que celui de la promesse, donc qui est un prix plutôt élevé. Là, dans ce dossier, le locataire attaque en disant attendez, vous me faites un congé avec un prix qui est manifestement au-dessus du voisinage des prix pratiqués, j'estime que c'est frauduleux, je vous attaque. En première instance, je ne sais pas comment mon frère s'est débrouillé, mais peu importe, en première instance, le juge dit bah oui, effectivement, le prix est surévalué, j'estime que c'est frauduleux, j'annule votre congé. Et là, effectivement, je récupère le dossier, on interjette appel, on va se battre devant la cour d'appel parce qu'il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est que dans les congés aux fins de vente, pour l'annuler, il faut qu'on puisse démontrer votre intention frauduleuse d'évincer votre locataire, c'est-à-dire votre volonté cachée de mettre un prix manifestement au-dessus, en étant certain que votre locataire ne va pas pouvoir s'aligner pour pouvoir effectivement vendre à quelqu'un d'autre. Dans le cas que je viens de vous donner par exemple, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a aucune intention frauduleuse. Pourquoi? Parce que vous avez une promesse qui a été signée avec un promoteur et que ce n'est même pas vous qui avez fixé le prix à la base. Vous avez juste accepté une proposition qu'on vous a faite. Donc là, par exemple, je vais fermer la parenthèse parce que c'est très spécifique, mais ça vous montre le type de dossier qu'on peut avoir à gérer. Et effectivement, là, il y a quand même, on va se battre pour ça, de très grandes chances que la cour d'appel dise non, mais le premier juge s'est trompé. Pour deux raisons, absence de caractère frauduleux, je viens de vous expliquer pourquoi, mais aussi et surtout parce qu'on reste propriétaire bailleur. On a la possibilité d'accepter un prix qui nous est proposé et qui est supérieur à la valeur vénale du voisinage. Mais c'est normal parce que la loi ne vous oblige pas à vendre à la valeur vénale. Vous pouvez vendre à la valeur que vous voulez à partir du moment où vous avez quelqu'un qui accepte de vous acheter. Ferme la parenthèse. Voilà en tous les cas. Oui, madame. Il y a le droit de préemption. Je n'avais pas ces possibilités, il me renonce. Oui. Et que le prix que vous avez posé est un prix intentionnel et qui ne se concrétise pas. Est-ce que dans la suite, lorsque vous vendez le bien à l'immeuble, le locataire a la possibilité de se retrouver? Alors, ça c'est une très bonne question. Si vous purgez le droit de préemption de votre locataire avec un prix qui ne fonctionne pas parce que vous trouvez un prêt personne, mais que 6 mois plus tard, vous trouvez un autre repreneur avec un prix moindre, vous devez purger une deuxième fois le droit de préemption de votre locataire. Vous revenez vers votre locataire en disant bah, finalement j'ai une offre, c'est tel prix, est-ce que vous vous alignez? Oui ou non? Si la réponse est oui, c'est votre locataire qui achètera. Si la réponse est non, vous vendez à la deuxième personne que vous avez trouvée pour un prix moindre. Oui, le délai ne change pas, mais ça, c'est le délai pour votre congé. Après, effectivement, une fois que vous avez donné congé, si plusieurs mois plus tard, vous ne trouvez personne finalement pour acheter, ou que votre projet initial capote, et que vous trouvez quelqu'un d'autre, même si vous êtes au-delà de la période de 6 mois, c'est pas grave, vous repurgez à nouveau. D'accord? Je continue, je répondrai à vos questions après, parce que, effectivement, sinon, je vais prendre beaucoup de temps. Déjà que je suis bavard, mais je vais prendre le temps, mais je répondrai à votre question après. Reprise, on a vu. Vente, on a vu. J'avance. Faute, enfin plus exactement, lapsus. Troisième motif de congé, le congé pour motif réel et sérieux. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il va falloir noter, parce que bien souvent, on ne connaît qu'une partie des règles et on oublie l'autre partie, qui pourtant, en pratique, est très importante. Qu'est-ce que l'on appelle un motif réel et sérieux? Bien souvent, tout le monde va vous dire c'est la faute du locataire.
Vous avez un locataire qui est en faute, vous pouvez lui donner congé pour un motif réel et sérieux. Et c'est vrai, tout à fait exact. Quel type de faute? Bah là, vous savez comme moi, vous l'imaginez très bien. Vous avez un locataire qui ne vous paye pas, vous avez un locataire qui a dégradé, vous avez un locataire qui a sous-loué de manière illicite, vous avez un locataire qui ne vous donne pas d'attestation d'assurance, et allons-y, vous avez un locataire, parce que ça arrive, qui fait les quatre en même temps. Donc, là, dans ces cas-là, effectivement, vous avez la possibilité de donner congé pour motif réel et sérieux. Et quand vous donnez votre congé, vous allez lister les motifs. Ce qui fera que si on doit avoir un débat avec un juge après, on va vérifier la réalité des motifs. Et s'ils sont effectivement avérés, votre congé est valable. Ça, c'est le motif réel et sérieux. Petite parenthèse, ça c'est toujours intéressant aussi, stratégiquement entre guillemets parlant. Vous pouvez avoir une difficulté avec votre locataire qui nécessite de saisir un juge à un moment donné. Pas de paiement, vous faites une clause résolutoire, on va en parler tout à l'heure, vous allez devant un juge, vous avez un locataire qui paye au dernier moment. Et là, vous allez vous dire, c'est pas possible, ça fait 2 fois ou 3 fois que je la signe parce que les impayés sont réguliers, et à chaque fois, ils payent au dernier moment, qu'est-ce que je fais? Effectivement, si vous avez par exemple des paiements au dernier moment, ça ne vous permet pas d'avoir une expulsion à un moment donné en cours de location. Par contre, la répétition de ces phases, la répétition des procédures, la répétition des impayés avec un chèque in extremis 24 heures avant l'audience peut justifier quand même à terme une faute et donc à terme un congé pour motif réel et sérieux. Ça, on l'oublie toujours, il ne faut pas l'oublier parce que c'est extrêmement important. De la même manière que quand vous avez par exemple un locataire qui vous paye systématiquement en retard, vous allez vous dire, mais c'est pas normal. C'est une inexécution du contrat. Vous pouvez aller voir un avocat qui va vous dire, oui, mais attendez, juste pour des paiements en retard, le juge ne va pas nous permettre l'expulsion, c'est pas suffisamment grave, on ne va pas y arriver, il ne faut pas assigner. Peut-être. Mais le fait de payer systématiquement en retard vous permet à terme de délivrer un congé pour motif réel et sérieux. Parce que la répétition de ces retards est une inexécution contractuelle et sur la durée, ça peut être considéré comme étant suffisamment grave. La première hypothèse, c'est effectivement cela, c'est le manquement du locataire. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un deuxième versant sur le congé pour faute qu'on oublie tout le temps, c'est que les motifs réels et sérieux ne sont pas forcément liés à votre locataire. Il y a d'autres motifs réels et sérieux qui vous permettent de donner congé. Je vous en donne un, par exemple, qu'on oublie systématiquement et qui pour autant est une arme assez efficace. Vous n'avez plus de caution. Je regarde tout le monde pour voir si tout le monde a bien compris. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Quand vous signez votre bail, vous avez un locataire, vous pouvez avoir un garant. Le garant, il y a une durée de l'engagement du garant. À un moment donné, le garant, il vous dit « Au revoir. Moi, ma durée est écoulée, ça fait 3 ans, 6 ans, allez, 9 ans au maximum que je suis caution. C'est terminé selon le contrat, vous ne pourrez plus rien me demander. Et votre locataire reste. » Le fait de perdre la caution vous permet de donner congé. C'est un motif réel et sérieux. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, et si déjà rien que ça, vous notez ces 2 éléments-là, on aura gagné notre soirée. Deuxième hypothèse qu'on oublie tout le temps, l'indécence. Ça, c'est le sport un peu national, et puis alors ça va l'être dans les années qui viennent, notamment avec les DPE. Un locataire peut vous dire, attendez, je ne vous paye pas parce que le logement est indécent. Ah bon, le logement est indécent? Congé, pour motif réel et sérieux. C'est possible. Ce qui signifie que nous, stratégiquement, quand on a des dossiers contentieux, où on a effectivement une discussion avec un locataire qui ne veut pas nous payer parce qu'il nous oppose l'exception d'une exécution, parce que soi-disant, on ne fait pas de travaux ou soi-disant, il y a de l'indécence, eh bien, si on arrive au terme du contrat, balance un congé, entre guillemets, on notifie un congé pour cause réelle et sérieuse. Ça, il faut le noter. Et effectivement, on l'oublie tout le temps. J'en arrive, parce que là, on a terminé sur les 3 motifs de congé, j'en arrive à une question que vous aviez posée, monsieur, tout à l'heure, la protection des locataires âgés et démunis, justement. Parce que là, on a effectivement des règles qui viennent en plus.
Alors, qu'est-ce que c'est la protection des locataires âgés et démunis? La loi, toujours dans l'article 15, dit si vous avez un locataire qui est âgé de plus de 65 ans et qui a des ressources qui, en réalité, sont en dessous du plafond permettant l'attribution d'un logement social, alors j'ai plus le chiffre en tête pour 1er janvier 2023, mais je crois que de mémoire, ça doit être aux alentours de 24 000 euros annuels, je crois, 24 800 quelque chose. Vous êtes en présence d'un locataire qui est protégé par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, vous n'avez pas la possibilité de donner congé. Et cette protection vaut pour les 3 motifs de congé qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que ce n'est pas une interdiction formelle de donner congé, c'est juste qu'il va y avoir des obligations complémentaires à la charge du propriétaire bailleur. Quelles sont ces obligations? En réalité, la loi vous dit simplement qu'il faut proposer à votre locataire un relogement. Eh oui, je vous vois souffler, eh oui. Mais c'est ce que je dis toujours, hein, et on n'est pas content, on en parle à nos députés pour que la loi change. Mais pour le moment, c'est comme ça. Il faut proposer un relogement. Un relogement dans des conditions considérées comme étant plus ou moins identiques à la situation actuelle du locataire. C'est-à-dire un logement à peu près identique en surface. Alors, parfois, vous avez des juges qui vont même jusqu'à regarder la luminosité, les éléments d'équipement, etc., etc., etc. Est-ce que c'est le même étage? Est-ce que c'est pas le même étage? Donc, un logement plus ou moins identique avec un loyer, bien évidemment, plus ou moins identique. Et la loi rajoute, avec un bon compas, un périmètre géographique qui, en gros, est soit l'arrondissement quand vous êtes dans une ville qui a des arrondissements, soit la ville en elle-même si vous êtes dans une ville qui n'a pas d'arrondissement, soit dans un périmètre maximum de 5 km. Et si déjà, pardon, Équivalent. s'il ne répond pas au logement dans lequel il est. Oui. S'il ne répond pas au logement dans lequel il est, c'est-à-dire il faut que vous trouviez, par l'intermédiaire notamment par exemple d'un agent immobilier, parce que concrètement c'est ce qu'on fait, hein. On peut demander à un agent immobilier, est-ce que vous avez des annonces de logements à peu près identiques que je peux proposer à mon locataire? C'est ça l'idée. Alors il y a eu un débat à un moment donné de dire, est-ce qu'il faut que le propriétaire bailleur, vous allez tous bondir et vous auriez raison, est-ce qu'il faut que le propriétaire bailleur s'assure que le logement est bien disponible et que le propriétaire de l'autre côté est d'accord pour accueillir notre locataire? Il y a certains juges qui l'ont confirmé ça, que le propriétaire devait faire ça. Mais très honnêtement, ça me paraît totalement excessif. Je pense que là, pour la protection du locataire âgé et démuni, la seule exigence, c'est de proposer effectivement un logement qui répond aux critères dont on vient de parler et aux besoins d'ailleurs, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, par l'intermédiaire d'un agent. Et là, on vous dira très certainement que cela suffit et, à mon sens, fort heureusement d'ailleurs. Vous n'avez pas l'exigence, enfin, vous n'avez pas l'obligation de proposer ces relogements au moment où vous donnez congé. Vous avez 6 mois minimum, c'est-à-dire la durée du préavis, pour pouvoir proposer ces relogements. Enfin ce relogement en tous les cas. Si votre locataire accepte, tant mieux, vous pouvez confirmer la validité de votre congé, c'est bon, vous avez un locataire qui partira. Si votre locataire refuse, il doit partir. Il ou elle doit partir. Et votre congé est valable. En revanche, c'est toujours la question des contentieux potentiels. Si vous avez un locataire qui conteste votre congé en considérant que les offres que vous lui faites ne satisfont pas du tout aux exigences de la loi, ben là, vous allez avoir une discussion avec le juge pour savoir est-ce que ça correspond bien aux exigences de la loi en termes de situation géographique, en termes de consistance du logement ou en termes de loyer. Voilà. Exception au principe, fort heureusement quand même, vous n'avez pas besoin de faire tout ça si vous-même, en tant que propriétaire bailleur, vous avez plus de 65 ans et si vous êtes dans la même situation financière que votre locataire. Alors, je vous épargne d'autres problématiques parce qu'on s'arrache toujours les cheveux, nous, en tant que praticiens, quand on voit ce type de loi. Qu'est-ce que ça veut dire plus de 65 ans?
juridiquement, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire que c'est 65 ans révolus, que c'est la 65e année, que c'est au moment du congé, que c'est au moment de l'expiration du contrat? Enfin bon, on peut se poser une multitude de questions. Vous allez me dire, oui, enfin, bon, tout ça c'est théorique. Oui, mais sur 100 dossiers, vous allez en avoir un où on se pose la question parce que bien évidemment, votre locataire, il va avoir 65 ans entre le congé et l'expiration du contrat, et là, on ne va pas savoir comment on traite la situation. Je ne vais pas plus loin. Voilà pour le congé délivré par le propriétaire bailleur. Le congé délivré par le locataire. Je vous avais dit que j'allais être bavard et qu'on avait pas mal d'informations à dispenser ce soir. Congé délivré par le locataire. Là, cette fois-ci, c'est vous qui allez recevoir le congé. On fait la même démarche que tout à l'heure. Si vous avez des colocataires qui ne sont pas solidaires, le congé donné par l'un ne vaut pas pour les autres. Si vous recevez un seul congé, ça ne vaudra que pour ce colocataire-là. Si vous avez des colocataires solidaires, le congé normalement nécessite l'accord de tous. Sinon, ce n'est pas envisageable. Si vous avez des locataires qui sont mariés ou pacsés, vous allez nous voir venir. Comme il y a une cotitularité, il faut que le congé soit au nom des deux. Si le congé est au nom d'un seul des deux époux ou un seul des deux partenaires pacsés, c'est inopposable à l'autre. Donc il faut s'assurer, si jamais c'est une erreur, une coquille ou quoi que ce soit, qu'on vous redonne un congé en bonne et due forme avec les deux noms. Et pour le concubinage, bon là c'est facile. De toute façon, le concubin n'a pas de droit sur la location. Ça c'est relativement simple. Départ pour une personne après ce Pax, on peut ne pas le savoir. Vous pouvez ne pas le savoir, mais vous pouvez le découvrir en cours de location. Et il faut le découvrir. Il faut voir en cours de location si en fait vous n'avez pas une seule personne, mais deux, trois, ça m'étonnerait, mais que vous ayez deux personnes. Et si vous avez deux personnes, il faut à un moment donné que vous demandiez est-ce que vous êtes effectivement marié, est-ce que vous êtes pacsé, voilà, pour avoir des informations dans le cadre de la fin de votre contrat. Bien sûr, mais même il faut le demander. Non, il faut le demander. Mais non, parce que là, ça a des conséquences légales. Donc, il faut effectivement le demander. Le locataire, contrairement à vous, n'a pas besoin de justifier. Alors, on va le voir par contre tout à l'heure sur certaines exceptions, mais d'une manière générale, il n'y a pas de motivation. Un locataire peut vous donner congé n'importe quand et il n'a pas besoin de vous expliquer forcément pourquoi, parce que le préavis sera de 3 mois de toute façon, sauf le préavis réduit qu'on va voir tout à l'heure. Mais il n'y a pas de motivation particulière. La forme du congé, courrier recommandé. Le locataire peut vous faire un courrier recommandé. Le locataire peut passer par un commissaire de justice ou là encore un récépissé avec émargement, c'est tout à fait possible. Le délai est de 3 mois. Et on a effectivement des délais avec 1 mois seulement. Mais là, la loi est assez stricte. Il faut que votre locataire respecte des cases pour pouvoir bénéficier d'un préavis réduit à 1 mois. Les cases sont les suivantes, je vous les donne. Soit vous êtes dans un secteur qui est tendu avec encadrement des loyers. Alors aujourd'hui, 2023, on n'est pas à Tours dans un secteur tendu avec encadrement des loyers, mais demain, on ne sait jamais. Obtention d'un premier emploi, mutation ou perte d'emploi, deuxième case. Troisième case, état de santé justifiant le déménagement. Effectivement, c'est aussi préavis réduit 1 mois. Violence familiale, ça c'est issu de la dernière réforme, 1 mois. Bénéficiaire du RSA, 1 mois. Ou si vous avez également des APL, 1 mois. Est-ce que le motif pour avoir un préavis réduit doit être donné au stade du congé? Oui. Oui, là c'est impératif. Si votre locataire ne justifie pas de l'une de ces cases au moment où le congé vous est donné, le congé potentiellement est irrégulier et dans ces cas-là, ce n'est pas 1 mois, c'est 3 mois, et même si le locataire vous donne la justification a posteriori. Et les effets du congé, ben là, j'enfonce une porte ouverte, vous le savez très bien. À partir du moment où le locataire donne congé, eh bien, pendant la durée du congé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les loyers, les charges, l'assurance, tout continue comme si de rien n'était. Mais à l'expiration du congé, effectivement, le locataire devient occupant sans droit de titre et doit partir. Petite précision, et j'en terminerai là sur les congés, et désolé pour le monologue jusqu'à présent. Un congé est par principe irrévocable.
Irrévocable. Irrévocable. C'est un acte unilatéral qui met un terme au contrat. On ne revient pas sur sa parole, enfin, plus exactement sur son écrit. Un locataire qui vous donne congé, on n'y revient pas. Vous, si vous donnez congé, on n'y revient pas. La seule et unique hypothèse qui permet de revenir dessus, c'est l'hypothèse dans le cadre de laquelle les deux parties sont d'accord pour revenir dessus. Mais si un locataire vous donne congé, vous écrit le lendemain en vous disant « Attendez, finalement, j'ai changé d'avis, je reste », ça ne vaut rien. Sauf si, le lendemain, vous écrivez en disant « D'accord ». Là, par contre, si vous êtes d'accord, effectivement, le congé est caduc. Non, dans ces cas-là, ça veut dire que si le congé est caduc, en fait, on fait comme s'il n'avait jamais existé, donc votre contrat préalable continue. Mais je voulais simplement que vous le notiez, le congé par principe est irrévocable. Voilà pour les congés, je répondrai à votre question tout à l'heure également. Indépendamment du congé, on voulait aborder effectivement avec vous la question cette fois-ci de la résiliation judiciaire, parce que les congés c'est une chose, mais ce n'est pas la seule hypothèse dans le cadre de laquelle le contrat s'arrête. Il peut y avoir une autre hypothèse, c'est la résiliation judiciaire. Et la résiliation judiciaire peut intervenir majoritairement dans deux cas, clause résolutoire et assignation directement devant un juge, parce que là vous voulez mettre les points sur les i et obtenir une rupture d'emblée du contrat. Première hypothèse, la clause résolutoire. Clause résolutoire qui va nécessiter l'intervention d'un commissaire de justice, puisque là, on va être sur un commandement, donc ce qui signifie que la première personne que vous allez voir en règle générale lorsque vous arrivez à un différend comme celui-là, ce n'est pas un avocat, c'est effectivement un commissaire qui va vous orienter vers ce fameux commandement visant la clause résolutoire. Alors, effectivement, en droit commun, pour tous les contrats de location, le Code civil prévoit une possibilité de clause résolutoire. Dans les contrats de location bail d'habitation résidence principale, loi de 89, la loi est beaucoup plus restrictive, puisqu'en réalité, une clause résolutoire ne peut jouer que pour trois hypothèses seulement. Il n'y en a pas d'autres. Non-paiement du loyer, non-paiement des charges, défaut d'assurance. Alors, il y en a une petite quatrième qui se glisse, mais en fait, c'est dans les conditions financières, c'est l'absence de paiement du dépôt de garantie. En tous les cas, ces hypothèses-là sont les seules qui permettent d'ouvrir le droit à une clause résolutoire qui permet d'initier une procédure aux fins d'expulsion. Alors, sur le formalisme de la caution, je ne sais pas si tu as envie de dire un petit mot dessus. Votre commandement de payer ou commandement d'avoir justifié d'une attestation d'assurance, c'est effectivement un acte de commissaire et c'est un acte qui va ouvrir une procédure, alors qu'on va détailler un petit peu plus par la suite. Mais sachez juste à ce stade que, effectivement, vous passez par un commissaire de justice qui signifie auprès de votre locataire. Et petite précision, il y a aussi la saisine de la CAPEX. Je ne sais pas si on en dit un mot ou si on en dit pas maintenant. Juste sur le... Je ne sais pas si tu vas aborder le sujet après, sur les mentions obligatoires à faire figurer dans le commandement. Non, tu peux y aller. Alors, le commandement de payer les loyers, et l'attestation d'assurance, surtout le commandement de payer les loyers, doit contenir le montant. Merci. Des loyers et des charges au jour où il est signifié. Donc, c'est une information importante que, bien évidemment, le propriétaire doit nous donner. Et il doit contenir aussi un décompte détaillé de la créance. Impérativement, quand vous allez voir un huissier, n'allez pas lui dire « Voilà, mon locataire me doit 5 000 € aujourd'hui ». Non, il faut que vous soyez en mesure de lui fournir, dès le début, dès le moment où vous allez le solliciter, un décompte rentilé, c'est-à-dire le mois, le loyer, les charges et les éventuels acomptes qui soient faits par la CAF ou par le locataire. Mais il faut absolument que ce décompte soit très détaillé. Voilà, c'était juste une petite observation. Et effectivement, dans certaines conditions, le commandement de payer les loyers, c'est une petite formalité en plus, doit être signifié à la CAPEX, c'est-à-dire au service de la préfecture. Voilà. Ça me fait penser, je rebondis sur ton propos, mais ça me fait penser à une chose.
euh, il peut arriver que lorsqu'on vous demande un décompte, justement, pour qu'on puisse faire figurer ce décompte dans le commandement, vous vous trompiez. Bon, il ne faut pas se tromper. Ça arrive. Mais ça arrive que vous puissiez vous tromper et que finalement le montant soit plus important que la somme réellement due par votre locataire. Et là, vous allez vous poser la question, vous allez vous dire, est-ce que ça entache d'irrégularité le commandement ou pas? La réponse est non. Un commandement qui est donné pour une somme supérieure à la somme réellement due est simplement réductible en justice à hauteur du montant réellement dû. Et ça n'affecte pas la validité de votre commandement. Et après, tu parlais de la CAPEX. C'est vrai qu'on l'a noté. Bon, le règlement intérieur de la CAPEX en Indre-et-Loire pose certaines conditions pour cette notification. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, et c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que la notification à la CAPEX, on l'a fait à chaque fois qu'un commandement est signifié, puisque c'est une question de validité de la procédure. Même si parfois on peut se poser la question de savoir, on est à moins de 6 mois ou plus de 6 mois pour une dette, ou on est une SCI familiale, on est une personne physique, non, peu importe, on notifie à la CAPEX automatiquement. Une fois que vous avez signifié ce commandement, le commandement laisse un délai. Le délai, on verra tout à l'heure si vous avez une question, le délai pour le commandement, c'est 2 mois pour le paiement du loyer, 1 mois pour la production d'une attestation d'assurance. Et votre locataire doit s'exécuter dans ce délai. Si le locataire ne s'exécute pas, vous avez après la possibilité de saisir le juge. Alors on verra sur le contentieux et la procédure tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de continuer. Si dans ce délai, le locataire s'exécute, votre commandement tombe. Il est privé d'effet pour la suite puisqu'il a été satisfait par le paiement intégral, pas un paiement partiel, par un paiement intégral des sommes dues ou par une communication d'une attestation d'assurance, au dernier moment certes, mais une attestation d'assurance malgré tout. Précision, on va voir ça peut-être dans les dossiers. Qu'est-ce qui se passe si en cours de commandement, par exemple un commandement de payer, dans le cours du délai de 2 mois, vous parvenez à un accord avec votre locataire, un plan d'appurement par exemple. Cet accord paralyse complètement les effets du commandement. Autre exemple pour lequel on nous pose souvent la question, j'ai eu un rappel d'APL, ça solde le commandement. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse est dans la question. Ça solde le commandement. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin. Effectivement, les APL doivent être comptabilisés. Mais si, et je voulais en terminer là sur la clause, sans rentrer trop dans le détail du contentieux, parce qu'on le verra tout à l'heure, si votre locataire, par exemple, ne paye pas, vous avez la possibilité de saisir le juge. Et là, devant le juge, on va demander la rupture du contrat, l'expulsion, la condamnation. Notez juste quels sont les pouvoirs du juge à ce moment-là. Principalement, soit vous n'avez pas de paiement, vous n'avez pas de locataire en face, vous êtes tout seul devant le juge, et là, généralement, le juge va vous dire, effectivement, vous êtes toujours en impayé, donc on va rompre le contrat, on va prononcer l'expulsion, on va prononcer des condamnations. Ou alors, vous avez un locataire qui vient et qui vous dit, oui, mais bon, je propose de régler les sommes avec un plan. Alors, certes, les sommes n'ont pas été payées avant, elles n'ont pas été payées pendant le commandement, mais vous avez quelqu'un qui vient à l'audience et qui vous dit, avec un plan sur 6 mois, sur 1 an, je peux payer. Le juge va pouvoir d'accorder des délais. Tant que les délais sont respectés, la clause ne joue pas, l'expulsion ne se fait pas. Si les délais ne sont pas respectés, la clause va jouer automatiquement, l'expulsion va reprendre. Ça, c'est des délais pour l'avenir. Et petite subtilité, vous allez me dire, mais Berger, vous vous embêtez avec votre jargon, c'est que théorique tout ça. Mais en fait, quand même, malgré tout, si vous avez un locataire qui ne vous paye pas pendant la période de 2 mois et qui ne vous paye pas quand vous l'assignez, mais en cours de procédure, il ou elle vous paye, vous dites oui, mais c'est pas normal, parce que normalement, il y avait un délai de 2 mois. Le locataire n'a pas fait son travail. Donc, je continue à demander l'expulsion. Non, parce que le juge peut accorder ce que l'on appelle, entre guillemets, des délais rétroactifs. C'est-à-dire de dire que, certes, le délai de 2 mois est passé, mais en cours de procédure, ça a été payé, c'est bon pour moi, ça suffit. Au jour où je statue, il n'y a plus d'impayé, il n'y a plus de faute. Donc, on prive le commandement de ses effets et termine. Monsieur, juste une question. Ah, alors, pardon, vous êtes deux. Excusez-moi, on verra votre question tout à l'heure, si vous l'acceptez. Dites-moi. Oui, allez-y. Quelle ambulance
juge chargé de la commission de texte législatif pour la communauté, Pour accorder des délais? sachant que n'a pas payé les médicaments, il continue à ne pas payer au jour du statut. Au jour du statut. Il continue à ne pas honorer Deux textes. Deux textes. Alors bon, c'est tout ça, hein. Il y en a que je connais par cœur, il y en a que je ne connais pas forcément par cœur, mais avec le temps, on finit par bien les connaître. Deux textes, 1343-5 du Code civil, parce que ça, c'est l'article général pour les délais. Et ça, c'est un article général de droit commun qui n'évoque qu'un délai de 2 ans. Et en réalité, il y a un deuxième texte dans la loi de 89, qui est l'article 24. Alors, je crois que c'est 24, cinquièmement, exactement. 24, cinquièmement, qui vous dit qu'en réalité, le délai que peut accorder le juge au maximum, c'est 3 ans. Et oui. Je rebascule sur ce que je disais tout à l'heure. Si vous n'êtes pas satisfait, on peut toujours changer la loi. Mais il faut se battre pour ça. Si je peux me permettre juste une petite intervention, ce que vous dit Julien, parce que la BJ n'est absolument pas théorique. Moi, je vois passer énormément de décisions de justice dans lesquelles des délais sont accordés, et le juge a la faculté d'accorder ces délais, même si le débiteur ne les demande pas, et même s'il n'est pas présent à l'audience. Donc, vous pouvez avoir des surprises parfois d'un juge qui accorde à quelqu'un qui n'a même pas eu la politesse de se déplacer des délais de paiement sur 2 ans. Alors, ne vous affolez pas dans ces cas-là. À partir du moment où la décision de justice est signifiée à votre locataire, il y a un échéancier, on va dire, prévu par le jugement, par la décision de justice qui court. Si la première mensualité n'est pas respectée, là, dans ces cas-là, la clause résolutoire retrouve son jeu, c'est-à-dire que le plan prévu par le juge tombe. Rassurez-vous, ce n'est pas 2 ans où il ne se passera rien, que le débiteur vous paye ou pas. C'est 2 ans qui sont à la discrétion du juge, mais soumis au bon paiement du locataire quand même malgré tout. Voilà. Donc c'est inquiétant, mais c'est pas rédhibitoire. Alors c'est en contradiction avec la notion de... Vous êtes sur autre chose, là. Vous êtes sur complètement autre chose. Oui, là, en fait, on est effectivement sur des clauses résolutoires ou des résiliations judiciaires qui sont un sujet distinct de celui des congés. Donc là, effectivement, le juge a une faculté d'appréciation. De vous à moi, ça permet de faire une autre parenthèse, mais c'est aussi la raison pour laquelle à l'UNPI, on milite. Si vous me demandez mon sentiment, alors là, vous ne me le demandez pas, mais je vais vous le donner quand même. On parle, par exemple, beaucoup de la loi anti-squat. C'est bien joli, hein, la loi anti-squat. Mais là, par exemple, il y a un élément concret qui justifierait de modifier la loi pour faire en sorte que le juge n'ait pas la possibilité d'office de pouvoir accorder des délais à partir du moment où vous avez un locataire qui ne se présente pas. Un locataire qui ne se présente pas, qui ne se défend même pas, il est hors de question d'office de lui accorder quoi que ce soit. Ça devrait être réécrit. Les textes de loi, à ce niveau-là, devraient être réécrits. Et ça serait, c'est mon point de vue, mais je pense peut-être totalement partagé. Ça serait une avancée considérable, beaucoup plus importante que la loi anti-squat, qui nécessiterait effectivement qu'on s'y attache. Mais là, seuls les praticiens, et puis vous, quand vous avez des dossiers, le voient en pratique. C'est vrai que des délais d'office, un plan d'office, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Juste une petite. Alors, les remontées se font, mais c'est pas que la remontée, il faut des oreilles aussi de l'autre côté pour les écouter. Ça, Une petite précision, si je peux me permettre. La majorité des cas dans lesquels des délais sont accordés par le juge à un locataire qui se présente ou qui ne se présente pas, c'est souvent dans le cadre d'un bailleur social. Je ne sais pas si dans le cadre d'un bailleur privé, c'est aussi souvent, voilà, je travaille pour certains bailleurs sociaux, et c'est très souvent, je dirais pas automatique parce que c'est pas le cas, mais il faut vraiment que le locataire soit d'une mauvaise foi assez considérable pour ne pas avoir la faveur du juge à ce moment-là, et donc cet échéancier pratiquement automatique d'accorder, qui, je vous le répète, bien évidemment, est soumis à un bon paiement, on est d'accord, c'est pas purement théorique. Mais pour des bailleurs privés, je pense que c'est quand même un peu moins le cas, un peu moins souvent. Alors, tu as raison, c'est moins souvent, c'est tout à fait exact, mais en fait, et là on ouvre une autre parenthèse, mais on vous l'a dit en début qu'on allait être aussi bavard, je crois que c'est tout le temps le cas. En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache derrière ça quelque chose qui est, à mon sens, aussi scandaleux. C'est qu'en fait, quand on défend des dossiers devant un juge, on se rend compte de quelque chose. En pratique, il faut savoir que les magistrats
ont sur leur table des enquêtes sociales réalisées sur le locataire, sur votre locataire. Ils ont des données chiffrées que nous n'avons pas. Et ils ne partagent pas ces données-là, puisque ce sont des enquêtes sociales, entre guillemets, internes. Et on s'en rend compte, nous, en qualité d'avocat, quand on va plaider. Parce que sur la table du juge figurent des tableaux Excel, des informations dont nous n'avions pas connaissance. Et ce, alors même que normalement, tout débat doit être contradictoire, hein, en France. Bref. Mais du coup, un juge, c'est vrai, tu as raison, dans la sphère privée, statistiquement, accorde beaucoup moins de délais d'office, mais parfois le juge peut le faire, parce que justement, selon l'enquête sociale, le juge considère que le locataire peut tenir un plan, sans que vous soyez informé. Donc c'est pour ça que d'office, parfois, on peut avoir des décisions qui suspendent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans les effets de la clause résolutoire au maximum. Si je ne me trompe pas, mais ça nécessiterait peut-être une vérification, mais le délai de 3 ans dont parle Julien, c'est celui qui visait l'article 24, justement, de la loi de 89. Et je crois que c'est uniquement quand le locataire est en mesure de payer ses loyers. Donc je pense que 2 ans, ça peut être accordé d'office. 3 ans, il faut vraiment qu'il y ait une démarche volontaire du locataire, qu'il apporte certains éléments qui tendent à penser, enfin qui laissent penser qu'il sera en mesure de payer son loyer. Voilà. Voilà, en tous les cas, pour la résiliation judiciaire, j'avais un dernier point sur la résiliation judiciaire dans un cadre d'abandon. Est-ce que tu veux en parler ou Comme tu veux. est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on n'est pas trop bavard? La loi Béteil, c'est ça? Oui, Oui. simplement le constat d'abandon, parce que là, c'est plutôt partie Alors, commissaire. Qu'est-ce que tu en penses? oui, On l'évoque? oui, tout à fait, oui. Oui, vas-y. C'est important ça parce qu'en fait, vous pensez beaucoup et pratiquement tout le temps que la résiliation du bail se fera automatiquement dans le cadre d'une procédure d'expulsion, c'est-à-dire signification d'un commandement, d'une assignation, tout le déroulé qu'on va voir un peu après de la procédure d'expulsion, s'il ne reste plus de temps. Mais le législateur, il y a quelques années, dans le cadre de la loi dite loi Péteille, a entendu la demande de certains praticiens dans notre profession, justement, et qui disaient, mais si jamais le locataire a quitté les lieux avant même le début de la procédure, ou même d'ailleurs pendant la procédure, eh bien, vous pouvez bifurquer sur une autre procédure plus courte, qu'on appelle la procédure de reprise des lieux. Donc là, c'est purement pratique, ce que je vais vous dire. Il y a des éléments juridiques après, mais c'est purement pratique. Veillez toujours à bien surveiller que votre locataire est toujours dans les lieux. Un impayé peut parfois s'accompagner d'un départ. Donc soyez toujours vigilants, soit vous, parce que vous avez d'autres locataires dans l'immeuble qui peuvent peut-être vous indiquer s'il est là ou pas là, soit parce que même parfois, vous voyez que le courrier augmente dans la boîte aux lettres, que le nom n'y est plus, qu'il y a de l'étoile d'arrivée sur la porte, que sais-je. Mais ça peut vous paraître bête, mais c'est très important. Parce que si vous apportez cet élément au commissaire de justice à qui l'huissier, le commissaire de justice, ça ne me va pas. Moi, je suis désolé, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, je vais continuer à employer le mot huissier. Si vous donnez cet élément à l'huissier de justice. C'est pour ça que j'ai posé la question au début. Hein. Et oui, sûr que ça peut titiller. Ça me fait penser à commissaire, enfin, ça me fait penser à autre chose et ça ne va pas. Donc, bon. Après, c'est la loi, mais pas encore définitive sur ce point-là, on a encore quelques années. Donc, si vous êtes porté cet élément à l'huissier que vous aurez choisi, dès le début de la procédure, il peut vous faire gagner un temps énorme. C'est-à-dire que par un constat d'abandon, je vais vous donner quelques détails sur la procédure, mais par un constat d'abandon qu'il peut faire, il peut récupérer votre logement, qui a bien évidemment une décision de justice à un moment. Ça, à un moment donné, ça c'est imparable, dans un délai avant Covid d'environ 6 mois. Maintenant, moi j'ai beaucoup moins de procédures de ce type, mais je pense qu'on doit être à peu près entre 6 et 8 mois. Alors vous allez me dire c'est très long. Oui, une procédure d'expulsion, c'est à minima 1 an et demi entre le commandement et l'expulsion manu militari, si tant est qu'on y arrive. Donc c'est un gain de temps substantiel. Il faut absolument que vous soyez vigilant. En quelques mots, comment ça se passe? Vous avez l'info que votre locataire aurait quitté les lieux, mais ne vous a pas rendu les clés. Au passage, le fait qu'il ne vous rende pas les clés et qu'il s'en aille ne veut pas vous dire qu'il vous rend le logement. Donc, si vous faites votre affaire personnellement du logement en le reprenant vous-même, ce qui, entre nous, peut se comprendre, vous êtes dans l'illégalité. Et il y a un risque. Vous pouvez très bien avoir un locataire qui est parti pendant plusieurs mois, qui réintègre le logement et qui va trouver porte close, serrure changée et qui là va bien vous demander des comptes. Je vous laisse imaginer la bienveillance que le juge aura à votre égard à ce moment-là. Donc, vous avez l'élément comme quoi le locataire est parti. Un huissier doit signifier à votre locataire une sommation de justifier de l'occupation du logement. Ça peut paraître bête si la personne est partie, mais c'est la loi.
La personne, votre locataire, a un mois pour vous répondre. S'il vous répond, ce que moi je n'ai jamais vu, ça veut dire qu'il est encore là. S'il ne vous répond pas, ça veut dire que soit il ne vous répond pas parce qu'il est vigilant, soit qu'il est parti. Quoi qu'il en soit, ce délai est écoulé sans réponse. L'huissier a le droit de pénétrer dans le logement avec 2 témoins et un serrurier pour vérifier l'état d'abandon. Je vais être un peu bavard, mais là, je veux qu'on est lancé sur le sujet. L'état d'abandon ne veut pas dire un logement vide, ça veut dire un logement abandonné. Moi, d'expérience, j'ai vu des dossiers dans lesquels le logement était rempli du mobilier, il y avait de la nourriture, des papiers, il y avait des vêtements, il y avait absolument tout, mais on a réussi à prouver que le locataire était parti. On l'a mis dans le constat. Ce sont des éléments objectifs, hein, pas un feeling comme ça au doigt mouillé. Il faut vraiment avoir des éléments objectifs. Et en vertu de ce constat d'abandon, alors qui est encore plus simple si le logement est vide, bien évidemment, le commissaire, enfin l'huissier ou l'avocat, ça dépend, dépose une requête devant le juge, c'est-à-dire non pas une assignation avec comparution des parties, débat contradictoire, etc., mais une simple requête auprès du juge en lui disant, Monsieur le juge, on a fait une sommation, le délai légal est passé, l'huissier a constaté que le logement était abandonné, merci de m'autoriser à reprendre les lieux, à vendre le mobilier qui se trouve encore dans les lieux s'il a de la valeur et à le considérer comme abandonné s'il n'en a pas. Et là, le juge, pratiquement tout le temps, rend une ordonnance qui permet une reprise des lieux. Elle est signifiée à votre locataire à sa dernière adresse connue. Il a un mois pour faire opposition, même si c'est sa dernière adresse connue et qu'il est parti. Et une fois ce délai écoulé, l'huissier rentre dans le logement avec une nouvelle fois 2 témoins serruriers, reprend le logement et on n'en parle plus. Votre logement est récupéré. On peut aussi demander dans la requête la condamnation au paiement de certaines sommes, mais la vocation de cette procédure, c'est véritablement de reprendre le logement vite, enfin plus vite que dans une procédure classique, en vous mettant vous à l'abri parce que vous êtes protégé par la loi et en faisant les choses correctement. Voilà. Cher maître, j'ai une question. Pour une fois, c'est moi qui en ai une. Un locataire qui est hospitalisé. Ah non, bien sûr que non. Non, 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 non. Alors, locataire en prison, locataire hospitalisé, c'est pas un abandon volontaire du logement. C'est une situation de santé ou une situation on va dire juridique qui fait qu'il ne peut pas occuper le logement. Donc là, bien évidemment, non, c'est pas le cas. Il faut vraiment que la personne décide d'elle-même de partir, qu'elle quitte les lieux, effectivement, et qu'elle ne vous remette pas les clés. Après, le reste, c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Vraiment, soyez vigilants parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Vous pouvez même bifurquer sur cette procédure en cours de procédure d'expulsion. Vous signifiez un commandement de payer les loyers à votre locataire, le délai de 2 mois est passé, vous vous apprêtez à signer en justice, enfin devant le tribunal judiciaire, et vous vous rendez compte qu'il est parti. Conseil, bifurquer, parce que de toute façon, vous gagnerez du temps. Ça, c'est un conseil qui est très important et effectivement, dans pas mal de dossiers quand même, hein, on a cette situation-là. Quand vous avez une procédure qui est en cours aux fins d'expulsion et que vous avez l'information par le voisinage ou même par vous-même, parce que vous êtes déplacé, qu'effectivement, selon vous, il y a l'air d'avoir grand monde, parce que la boîte aux lettres est pleine, parce que vous sonnez, il ne se passe rien, et que vous tapez à la porte, il ne se passe rien, n'hésitez surtout pas, et c'est même important, comme vient de vous le dire François, d'en avertir votre conseil. Parce que votre conseil va peut-être vous dire, s'il connaît le sujet, que effectivement, on va peut-être laisser tomber, entre guillemets, la procédure d'expulsion classique devant le juge et basculer sur une procédure d'abandon de logement qui va être plus rapide et moins coûteuse. Oui, vraiment, c'est vraiment très important ça. En laissant la porte ouverte. Ça arrive. S'il est parti en laissant la porte ouverte, alors là, dans ces cas-là, c'est votre devoir à vous de protéger le logement quand même. Vous pouvez refermer cette porte. En général, certains d'entre vous se font accompagner d'un huissier justement pour faire un constat à ce moment-là que le propriétaire n'est pas rentré dans les lieux, n'a pas vidé la moitié des affaires, n'a pas pris. On peut après vous accuser de vol ou toute autre chose. Donc, vous pouvez tout à fait effectivement venir faire changer la serrure, refermer la porte sans forcément changer la serrure. Conseil, faites constater cette situation, quels que soient les chiffres que vous choisirez, pour bien qu'il y ait quelqu'un d'assermenté, de neutre, constate que vous n'êtes pas rentré dans le logement, que vous n'avez fait aucune modification, vous avez juste fermé ce logement pour éviter toute dégradation, voire pire, un squat. Voilà. Le dernier volet qu'on voulait aborder ce soir, parce que là on a fait déjà 2 gros morceaux, c'est-à-dire congé et résiliation judiciaire. Le dernier volet qu'on voulait aborder avec vous ce soir, c'est vraiment un aspect
là pour le coup, contentieux, c'est-à-dire pas dans le cadre d'un abandon de logement, mais quand vous faites une procédure contentieuse contre votre locataire, clause résolutoire ou directement devant la juridiction au fond parce que vous voulez faire rompre le contrat par faute du locataire ou autre, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a notre décision de justice. Parce que la décision de justice, c'est une très bonne étape, mais une fois que vous avez la décision qui peut ordonner effectivement l'expulsion, la condamnation, comment on fait après matériellement pour exécuter? Et là, c'est effectivement plus sa partie. Oui, effectivement. Alors, vous n'êtes pas tiré d'affaire parce que vous avez un jugement ou une ordonnance qui donne gain de cause. Vous avez fait une bonne partie du chemin, vous n'êtes pas au bout. Vous n'êtes pas au bout parce que commence après l'exécution de cette décision de justice avec tous les délais de protection que la loi accorde à votre locataire. Enfin, qui n'est d'ailleurs plus votre locataire, mais à l'occupant sans droit ni titre de votre logement. En premier lieu, on commence par la signification de cette décision de justice à votre locataire, c'est-à-dire sa remise par un huissier de justice. C'est impératif pour que l'exécution puisse se faire après. Et ça permet aussi de faire courir des voies de recours, parce que votre locataire peut faire appel de la décision qui vient d'être rendue contre lui. Il y a un délai d'appel, qui est soit d'un mois si c'est un jugement ou 15 jours si c'est une ordonnance, et qui, ce délai d'appel, le cadrage de ce délai d'appel pour à partir de la signification qui est faite par l'huissier. Donc ça, c'est très important. D'autant plus important s'il y a des délais de paiement, parce qu'en général, souvent, le juge considère que, prévoit dans sa décision, pardon, que l'échéancier qu'il accorde au locataire commencera à courir le mois qui suit la signification qui lui sera faite de la décision. N'attendez pas des mois avant de lui faire signifier cette décision de justice par un huissier. Oui, je sais, tout ça représente des frais importants. Ça, c'est une réalité. Et malheureusement, vous ne pourrez, dans ce cas-là, j'entends, rien faire sans. Souvent, cette signification s'accompagne d'un acte qui s'appelle un commandement, d'une partie de l'acte qui s'appelle un commandement de quitter les lieux. C'est là qu'on commence à entamer les réjouissances en matière de délai, outre le délai d'appel qui est à la disposition de votre locataire. Il y a un délai qu'il a, de 2 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Ce délai est incompressible. Juste un point pratique, là aussi qui rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la procédure de la loi Béteille, c'est-à-dire des logements abandonnés. À partir du moment où l'huissier de justice signifie à votre locataire un commandement de quitter les lieux, donc comme je vous le disais, le locataire a 2 mois pour partir, la suite de la procédure se fera à l'expiration de ce délai de 2 mois. Cependant, si vous voyez que votre locataire a quitté les lieux pendant ce délai de 2 mois, une fois que le commandement est signifié, si vous en avez la certitude, par contre, qu'il est parti, dites-le à l'huissier à qui vous aurez confié votre dossier, parce que pendant ce délai, il a la possibilité de rentrer dans les lieux et de reprendre le logement s'il est vide. Ça, c'est important, et ça vous court-circuite, soit parce qu'il y a une période hivernale, soit parce qu'il y a des délais dont on va parler après qui vont se mettre en œuvre, qui court-circuite une bonne partie de la procédure et ça vous fait gagner un temps important. Donc, soyez toujours sur le fait qu'il y ait que votre locataire soit encore non en place. Ce délai ne s'applique pas pour les squatteurs. Non, c'est un délai qui ne s'applique plus. Enfin, le juge peut supprimer ce délai quand les gens sont rentrés par voie de fait. Un locataire qui ne paye pas ses loyers n'est pas rentré par voie de fait. Ce n'est pas un squatteur, il ne faut pas confondre. Il était légalement en place au début parce qu'il y avait un contrat, le contrat a été résilié, il devient occupant sans droit ni titre. Mais les délais prévus par la loi s'appliquent. En revanche, quelqu'un qui rentre dans un logement en squat, c'est-à-dire sans que vous lui ayez remis les clés et que vous ayez signé de contrat ou qu'il y ait un contrat verbal, là, véritablement, le juge peut supprimer ces délais-là, effectivement. Donc, vigilance de votre part pour voir si, oui ou non, la personne aurait quitté les lieux. Une fois que le délai de 2 mois du commandement est passé, l'huissier de justice doit faire ce que l'on appelle une tentative d'expulsion. Alors, si ce délai se termine ou non en période hivernale n'a aucune importance. Ne pensez pas que le délai de 2 mois plus la période hivernale se cumule, ce n'est pas le cas. En revanche, la période hivernale aura bien évidemment une influence, dans le sens où, une fois que le délai de 2 mois est écoulé, l'huissier doit venir sur place, tenter de faire partir la personne, et si elle ne part pas, en dresser procès verbal.
On appellera ça une tentative d'expulsion si c'est hors période hivernale. On appellera ça un constat d'occupation des lieux. C'est juste de la sémantique, mais c'est exactement la même chose. Si c'est en période hivernale, parce qu'en période hivernale, on n'a pas le droit de demander à quelqu'un de partir, on n'a pas le droit de tenter de l'expulser. Quoi qu'il en soit, en vertu de ce document-là, qui est très important, il va requérir la force publique auprès de la préfecture. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, la décision de justice n'a pas été exécutée par le locataire de son gré, ça a été constaté. Maintenant, il faut, vous, l'État, via la préfecture, que vous nous autorisiez à faire l'expulsion. Bien. La réquisition de force publique est faite donc auprès de la préfecture locale, maintenant pour dématérialiser. Elle laisse à la préfecture un délai de 2 mois pour répondre. Délai bien souvent largement utilisé. J'aime bien le « oh putain, vous avez raison ». Oui, oui, C'est ça qu'il faut remonter avec l'UNPI. alors on est à Tours, donc en général, c'est vrai. Ben oui, 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 c'est vrai. Et ça ne changera pas avec les lois qui arrivent, il n'y a aucune illusion sur le sujet. Donc là, la préfecture a 2 mois pour accorder la force publique. Elle va convoquer en général le propriétaire à une commission d'attribution de la force publique. Certains propriétaires y vont, d'autres n'ont pas la santé nerveuse ni mentale pour y aller, donc ils nous confient cette tâche, donc ils sommes plus neutres et on y va à leur place. Honnêtement, à Tours, pour des bailleurs privés, ça se passe pas mal, franchement, honnêtement. Mais le fait est que ce délai de 2 mois, qui ne dépend pas de la préfecture, mais de la loi, on est d'accord, hein. Disait Julien tout à l'heure, si vous n'êtes pas content, et je pense que vous ne l'êtes pas, et moi non plus d'ailleurs, pour faire remonter le maximum d'informations à nos députés. Si ça change quelque chose, on en reparlera. Mais il faut le faire. Bon. Donc, la préfecture a 2 mois pour vous accorder la force publique. Si elle ne le fait pas dans ce délai de 2 mois, elle est redevable d'une indemnisation. C'est-à-dire que, passé ce délai, elle doit vous payer les loyers jusqu'à temps qu'elle vous accorde la force publique. C'est une théorie. Non, mais ça, pour des bailleurs sociaux, ça marche très bien. Pour des bailleurs privés, moi, je le vois très peu. Donc, peut-être as-tu une expérience sur le sujet. Oui, ça marche. Ça marche. Alors, c'est vrai qu'à Tours, ça fonctionne bien, donc on n'en a pas besoin. Généralement, tous les dossiers contentieux qu'on a eus, où on a fait un recours indemnitaire contre l'État, c'est la région parisienne, évidemment. Et parce qu'à la région parisienne, on a des préfectures qui voilà, sont très, 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 très obtus sur le concours de la force publique et refusent de l'accorder. Alors, quand on a un préfet qui refuse de l'accorder par, oserais-je dire, entre guillemets, mais ça ne concerne que mon opinion, idéologie, ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois. Quand on vous refuse l'octroi de la force publique une 3e ou une 4e fois, on fait un recours indemnitaire contre l'État et que l'État est obligé de payer 20 000 euros, 20 000 euros par dossier ou 30 000 euros par dossier ou même un peu plus sur certains dossiers qu'on a eus. Et on répète cette opération chaque fois que la force publique est refusée. À un moment donné, le préfet finit par avoir un ordre et le préfet s'exécute. Mais on est obligé de passer par là. Alors le temps long, oui, mais c'est un petit peu plus supportable, entre guillemets, quand on a une rentrée d'argent. Mais le temps long, oui, ça c'est évident. Il va par tous les recours que vous avez dit, le locataire a dit, moi, de façon clairement, peut-être sa phrase, il ne comprend pas de l'action. Et on est à attendre et multiplier les recours. Après, on s'orientera vers un atelier numéro 3 qui porte un nom que tout le monde adore, surendettement. Oui, ben alors là, il y a vraiment chose à dire que peut-être effectivement on fera une autre réunion thématique sur le sujet et on fera un atelier numéro 4, c'est soutien psychologique aux propriétaires aussi, parce que ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Je plaisante, mais pour être très honnête, moi je suis professionnel de ça, donc je vois ça avec un certain détachement. Je suis aussi propriétaire, j'ai la même épée de Damoclès au-dessus de la tête que vous, et je peux me retrouver exactement à la même condition du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est à 2 doigts de se faire. Enfin bon, je croise les doigts. Bref. Mais oui, effectivement, votre locataire sera pratiquement toujours expulsé. Je pense qu'en Touraine, on ne peut pas dire qu'on va se retrouver dans une situation telle qu'il n'y aura pas d'expulsion. Encore une fois, pour certains bailleurs sociaux, s'il y a des enfants, etc., donc des conditions très particulières et qui ne vous concernent absolument pas vous, oui, il y aura pas d'expulsion.
où elle sera différée, des relogements seront trouvés, etc. Et pour des bailleurs privés, je n'ai pas eu, moi, de dossier où il n'y avait pas d'expulsion au final. Le problème, c'est le final, c'est-à-dire quand. Et pour vous, c'est toujours trop tard. Non, mais c'est normal, c'est logique. Enfin, vous avez un investissement, parfois des emprunts, même tout simplement une volonté que la loi soit respectée. Et je pense que disait Julien est vrai, en région parisienne, vous avez un jugement avec ce qu'on appelle la formule exécutoire, c'est-à-dire la République française demande et ordonne à tout huissier de justice, officier de police, etc., d'exécuter la décision. Et puis vous avez, lui, le préfet derrière qui ne le fait pas. Alors là, nous, on n'a pas de réponse. Alors certes, l'État paye. Ça vous permet de voir un petit peu parfois où passent vos impôts, mais quand même, ce n'est pas forcément très satisfaisant. Revenons-en à notre touraine et à notre expulsion. Donc, une fois que la force publique est accordée par la préfecture, il y a une décision de préfectorale qui est envoyée à l'huissier et qui dit voilà, vous pourrez expulser telle personne à partir de telle date. Donc, dans ces cas-là, nous, on organise soit avec la police, soit avec la gendarmerie, selon le secteur, l'expulsion proprement dite. L'expulsion proprement dit, je vais vous en dire 2-3 mots, ce sera assez rapide. Donc, l'huissier se déplace pour faire partir, quitter la personne, faire partir la personne du logement. Bien souvent, les gens sont déjà partis. 8 fois sur 10. Vraiment. Donc, c'est pour ça, je reviens, vous allez croire que je radonne, c'est vrai, je suis vraiment très sérieux. Vérifiez bien que, par tous les moyens possibles, que votre locataire n'aurait pas par hasard quitté les lieux. Vous gagnerez du temps et donc, fatalement, de l'argent. L'expulsion a lieu donc en présence de la force publique, d'un serrurier. Ça vous intéresse assez peu. Là où ça peut vous intéresser, c'est la façon de faire. Soit l'huissier va forcément vous poser la question. Il va vous dire, est-ce que vous voulez récupérer votre logement tout de suite? Ou est-ce que vous préférez minimiser les frais et le récupérer un peu plus tard? Je l'explique rapidement. Quand vous avez l'expulsion qui est prévue, mettons, je ne sais pas moi, le 15 juillet. Le 15 juillet, l'huissier arrive. Il est accompagné d'un déménageur. Les biens vont être stockés, il va les inventorier, il va dire si oui ou non ils ont une valeur marchande, et ils vont être déplacés et stockés à un endroit. Ne rêvez pas, le déplacement, bien évidemment, sera mis dans les frais du dossier, et c'est vous qui allez l'annoncer. Un déménagement, ça coûte cher. Et du coup, beaucoup de propriétaires maintenant disent non, je ne vous demanderai pas de faire ce déménagement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un calcul avant. Ils disent voilà, il y a un délai, on va parler qui est un délai de 2 mois pour que le locataire récupère ses affaires. Mon loyer est de temps, voilà ce que je perds si j'immobilise mon bien pendant 2 mois, voire 3. Si j'ai 1 000 € de déménageur, parce que c'est en général sur la surface à peu près le prix, il faudra voir si c'est en rapport avec le montant de votre loyer ou pas, et bien souvent aussi avec l'état du logement que vous récupérez à la fin. Bon, non mais ça fait beaucoup de problèmes. Donc en gros, soit vous souhaitez économiser des sous, mais indisponibiliser encore un peu plus votre logement pendant un certain temps dont je vais vous donner la durée, soit vous voulez absolument la récupérer tout de suite, c'est possible, mais avec un déménageur en général. Donc, s'il y a des biens sur place, la loi a changé. Avant, l'huissier de justice vérifiait s'ils avaient ou non une valeur marchande, le dressait dans un procès verbal, qui procède à l'expulsion, et s'il y avait des biens, il saisissait le juge de l'exécution pour obtenir l'autorisation soit de vendre les biens, soit de les jeter. La loi a changé. Maintenant, il semble que le législateur fait plus confiance à notre profession qu'avant. L'huissier va voir si oui ou non les biens ont une valeur marchande. Quand il va signifier ce PV d'expulsion au locataire, le locataire aura 2 mois à partir de la date à laquelle le PV lui sera signifié pour récupérer ses biens. Passé ce délai, sans aucune autre formalité, s'ils ont une valeur marchande, ils seront vendus en vente judiciaire. S'ils n'en ont pas, ils seront jetés à la charge du propriétaire, bien évidemment, qui en fera son affaire à ce moment-là. Je sais, c'est pas drôle, mais c'est mieux que d'en plus devoir saisir le juge de l'exécution, d'avoir encore une date d'audience, d'attendre la décision de justice, etc., etc. Là, il y a vraiment un gain de temps qui a été quand même, je pense, relativement conséquent quand même. C'est à la toute fin de la procédure. Oui, madame. Vous pouvez très bien le garder sur place si vous voulez, mais ça risque d'être pour longtemps et à vos frais. Donc, oui, non. Ah non, pas du tout. Vous exécutez, enfin, vous faites exécuter une décision de justice. Si vous faites justice à vous-même, c'est-à-dire que vous décidez
de prendre le locataire indélicat par la peau du cou et de le mettre dehors, ça, oui, là, évidemment, vous êtes dans une situation totalement illégale et vous allez passer devant les tribunaux. Si vous faites exécuter une décision de justice qui prononce une expulsion et que vous avez l'accord de l'État, enfin, qui accorde la force publique donc à l'huissier, aucun problème. Après, moralement, c'est un autre débat. On est pour ou contre la notion même d'expulsion. Ça, c'est un débat philosophique et moral qui peut-être n'a pas sa place ici ce soir. Mais juridiquement, vous n'êtes pas en tort. J'ai répondu à votre question. Oui. Après, non, mais après, si. Enfin, je veux dire, si vous poussez cette procédure jusqu'au bout, pour vous dire après, n'expulsez pas la personne, ce qui peut s'entendre. Ça valait peut-être pas la peine de le faire. Alors, juste sur ce point-là, statistiquement parlant, les dossiers d'expulsion, à notre niveau, on est quand même à Tours et on est des praticiens, mais on n'est pas les seuls. Là, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, par exemple, à mon niveau, c'est 300, 400 dossiers par an, à peu près. Oui, quand même. Alors, ce ne sont pas des dossiers qui vont forcément se terminer par une expulsion qui viendra dans les mains d'un huissier, mais ce sont des dossiers qui se judiciarisent pour aller jusqu'à une décision d'expulsion. Sur ces 300 ou 350 ou 400 dossiers, je pense qu'on est plus à 400 en moyenne par an. Je pense que vous pouvez interroger tous les propriétaires bailleurs qui sont concernés. Aucun ne vous dira au dernier moment, ah non, 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 je ne veux pas qu'on expulse. Je pense que, vu le temps passé, le coût, l'énervement, alors oserais-je dire quand même, mais c'est vrai, le véritable sentiment d'injustice qu'il y a aussi derrière, parce que là, on peut tout avoir comme contexte de dossier. On peut avoir, et François vous l'a dit tout à l'heure, des contextes qui sont des contextes où on ne peut que le comprendre, c'est-à-dire des contextes d'accident de vie. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus payer et se retrouvent en difficulté. Et là, effectivement, on peut se poser la question. Mais il y a des personnes qui ne sont pas dans cette catégorie-là, qui, pour une raison ou pour une autre, arrêtent de payer et vous contraignent à une procédure. Là, effectivement, vous pouvez poser la question à tous les propriétaires bailleurs qu'on peut représenter. Je pense qu'aucun vous dira qu'à l'issue de cette procédure-là, finalement, on abandonne l'expulsion. Non, non. Alors, de mon point de vue, entre le moment où un avocat qui connaît le sujet, qui est diligent, entre le moment où on reçoit le dossier et le moment où on a une décision de justice, aujourd'hui, honnêtement, il faut compter 7-8 mois. 6, 7, 8 mois, pas moins, sauf si on a de la chance parce que la juridiction nous a donné une bonne date d'audience, parce que c'est ça aussi, hein, ça ne dépend pas que de nous. Il faut qu'on ait une juridiction qui nous donne une date suffisamment proche, mais pas plus non plus, parce que en règle générale, statistiquement là encore, tu m'arrêtes. Hein, Excuse-moi de te permettre de te couper, mais 6 ou 7 mois ou 8 mois pour obtenir la décision, pas pour mettre le locataire dehors. Non. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, de mon point de vue, parce que moi, ma mission s'arrête à la décision de justice. Mais 6, 7, 8 mois, c'est ça. Parce que bien souvent, quand même, statistiquement, dans les dossiers, on assigne et en fait, à l'audience, il n'y a personne. Personne. Le nombre de dossiers où on a des locataires qui se présentent, c'est peut-être 20%. Donc il y en a 80% où le locataire ne se présente pas. Et on me dit au juge, bah, écoutez, je maintiens l'intégralité de mes demandes, merci de condamner. 80%, je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Et sur les 20% qui restent, il y a peut-être une tranche de 10%, 8% peut-être, où là, le locataire va avoir une bonne raison, qu'on peut comprendre. Et c'est un locataire qui va vous dire, écoutez, j'ai eu des difficultés parce que j'ai été licencié, parce que j'ai eu un accident de vie, mais là, aujourd'hui, j'ai maintenant des ressources, je peux reprendre le paiement du loyer, je vous en justifie avec des documents, j'ai retrouvé un travail, je peux vous payer. Donc là, effectivement, sur ces documents-là, on peut avoir une décision de justice qui va permettre d'éviter une expulsion, mais c'est statistiquement une petite partie. Alors, la caution, on la déclenche au moment où on reçoit le dossier, où l'avocat reçoit le dossier et assigne. Parce que quand vous avez une caution, bien évidemment, vous la mobilisez, d'ailleurs même avant, parce que le commandement de votre côté est dénoncé à la caution. Et donc, on actionne la caution tout de suite, parce que la caution vous permettra probablement d'être payé plus vite. Alors, juste une chose pour revenir, excusez-moi de revenir un tout petit peu en arrière, c'est d'ailleurs le changement de situation du locataire qui peut permettre au juge d'accorder ce fameux délai de 3 ans dont on parlait tout à l'heure, s'il est en situation de payer sa dette. Et voilà, enfin,
c'est qu'on est tous bailleurs ici, mais mettez-vous à la place de locataire qui a une très bonne situation, qui perd son boulot du jour au lendemain, crise sanitaire, ou une maladie, ou quelque chose, on en voit beaucoup. Si la loi permet aussi d'équilibrer ça, de purger sa dette et de revenir à une situation stable, c'est quand même préférable. Et au passage, tout ce qu'on a dit ce soir, du début à la fin, n'est soumis qu'à une seule condition, outre toutes les conditions légales, c'est qu'il n'y ait pas d'entente entre vous et le locataire. Parce que vous pouvez très bien transiger avec un locataire et lui demander de partir, ça se fait. Nous, on voit le contentieux, c'est-à-dire soit les gens ne peuvent pas penser à transiger, soit les transactions qui ont échoué. Et ça reste toujours possible.